Bonjour. J'aimerais remercier le Dr Julien. Merci de m'avoir invité. C'est pas souvent que j'ai l'occasion de prendre la parole devant une foule où j'ai pas besoin de justifier mon approche dans mon rôle de pédiatrie sociale. Nous sommes tous ici parce que nous comprenons le concept et nous voulons nous améliorer dans le domaine. Donc, franchement, ça me rend la tâche beaucoup plus facile parce que je peux ensuite passer au contenu et aux idées comme telles. En tant que pédiatre, je vois souvent des mères, et j'ai travaillé dans la partie Intercity de Boston toute ma carrière, lorsqu'ils ont un bébé. Et justement, ces mères à faible revenu que je vois là ont les mêmes idéaux, les mêmes aspirations que je peux avoir pour mes bébés ou que mes collègues ont eu pour leurs propres enfants. Et ce que ça a fait dans mon esprit à moi, c'est que cela m'a mené à me dire qu'il faut aider ces parents. Il faut les aider à soutenir leurs enfants et les aider à atteindre ces aspirations. C'est plus facile pour certains que d'autres parce que nous avons cette capacité d'acheter certaines choses, de payer des études, etc. Mais pour un parent à faible revenu, beaucoup de multiples obstacles sont là et qu'il faut surmonter. Et justement, l'essentiel de mon travail au fil des 40 dernières années se fait sous la rubrique suivante. La meilleure façon d'aider les enfants, c'est d'aider les parents. La meilleure façon d'atteindre les parents, c'est à travers les enfants. Et à travers cette réalité, d'élaborer des idées pour aider les parents à aider leurs enfants à atteindre leur but. Et pour commencer, j'aimerais vous montrer une vidéo de Dr. Brazelton et Tronick qui illustre bien la pierre angulaire de mon point de départ, qui explique mes efforts qui m'aide à viser à aider les parents. Ça s'appelle le still face. Vous l'avez probablement beaucoup vu déjà. Bon, remarquez, regardez cette interaction extraordinaire qui, en fait, n'est pas si remarquable que ça. Mais regardez, les mamans et les enfants prennent des tours. Ce bébé qui a 3 mois, c'est déjà que lorsque sa mère dit quelque chose, lui arrête. Et lorsqu'elle, elle a terminé, lui, il va. Et ils ne font pas la même chose. Ça, c'est de l'apprentissage précoce. Et c'est également la base des communications basé sur un rapport. Je vais donc faire appel à cette vidéo à titre d'illustration. C'est la pierre angulaire de ma pensée. Regardez cette interaction. Donc, la mère, on lui dit de s'écarter et ensuite de revenir, mais de ne pas réagir à son enfant. Ça va être un peu difficile pour vous de regarder ça. À 3 mois. Le bébé a des attentes. Et il se dit que lui sourit. Quand il la regarde, elle va sourire. Et cette attente a été bafouée. Regardez un peu sa réaction. C'est de les développements émotifs et cognitifs. Et vous allez voir que le bébé va tenter toutes sortes de choses, déjà à l'âge de 3 mois, pour que sa mère le regarde. Des stratégies de toutes sortes, très diversifiées. La détresse. Regardez cette réaction malheureuse. Il s'exprime en criant. Regardez sa réaction motrice, un peu d'autostimulation. Il essaie toutes sortes de techniques. C'est pas qu'il s'ennuie. En fait, de bâiller, en fait, c'est un signe de stress. Vous allez voir, il va tousser plus tard. La mère se fait donc dire de retourner et c'est la phase de la réparation. Elle va faire appel à un ton bien particulier, ses expressions faciales, sa gestuelle pour rentrer en communication avec son enfant. Bon, évidemment, c'est pas facile à regarder. Bon, il s'agissait d'un paradigme de recherche, mais on fait appel à ceci aussi dans un monde clinique avec les parents pour leur faire comprendre un peu ce qui se passe chez eux. Et voilà. Alors, la réparation comme telle,
c'est lorsqu'il y a un désengagement, qu'il s'agisse de 3 mois ou 3 ans, une reconnexion, un rétablissement émotif ou bien en faisant des câlins, en s'embrassant, quelques mots, je m'excuse, maman s'est fâchée, donc voilà pourquoi elle a crié. Ce sont des éléments très importants parce que, évidemment, il y a des moments où le parent ne peut pas toujours consacrer toute son attention. Mais je vous explique ceci, je fais appel à ces vidéos parce que tout ce dont on parle dans un contexte social, dans la vie d'un parent ou d'un enfant, peut interférer avec cette interaction. Il peut y avoir une interruption des communications. Et je pense que le lien est important pour la trajectoire de croissance et d'apprentissage et de santé de l'enfant. Et ces bris, ces interruptions, si elles arrivent trop souvent et sur une base chronique, c'est le genre de trajectoire qui nous inquiète et dont on s'inquiète, qui nous préoccupe et qu'on est là pour prévenir. Donc voilà, c'est ce qui se passe dès le début, très tôt. Alors, mes commentaires sont, comme on revient au TED Talk, de récupérer une idée. Donc, l'innovation. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas pour tenter de prouver quoi que ce soit, mais c'est pour commencer un nouveau processus. Il y a l'apprentissage qui peut se faire en continu. Alors, dans le passé, les nouvelles idées que j'ai avancées, il y en a plusieurs parmi vous qui les connaissez, vous les avez mis en pratique aux États-Unis, au Canada, c'est Reach Out and Read, donc rayonnement et lecture, on donne des livres, très important. Donc, nous avons fait la promotion non seulement de la littératie, mais de l'interaction qui vient de la lecture, de ce partage, réaction vocale, etc., qui est vraiment critique. Et je l'ai fait parce que lorsque j'ai posé des questions dans mes cliniques, je leur pose la question, est-ce que vous lisez à vos enfants? Donc, on a commencé à distribuer des livres. Health Leads, où on a des bénévoles qui lient des parents au service communautaire. On travaille à côté des médecins. On a développé un programme qui s'appelle Healthy Steps. On fait appel à des spécialistes en développement des soins de l'enfant. C'est très semblable. Comment bâtir une équipe qui peut répondre aux demandes de la famille au niveau de leur expertise et de leur temps. Un élément que j'aimerais souligner davantage, je vois des parents où les logements ne sont pas vraiment salubres, des enfants qui souffrent d'asthme, etc. Les soins ne sont pas là. Ils étaient censés recevoir une éducation spéciale, puis ça ne se fait pas. Souvent, j'ai eu à faire des appels. Bon, parfois, j'ai connu un certain succès, mais souvent non. Et puis, mon appel téléphonique s'est transformé en frustration. Et finalement, je me suis mis à crier après les propriétaires. Et comme vous le savez, ça ne sert strictement à rien de crier après les propriétaires. Alors, j'expliquais ma frustration à un avocat. Et l'avocat dit, mais que dit la loi? Et je dis, mais j'en sais rien. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était important. Et il a répondu, que dit la loi? Et encore une fois, j'ai dit, je ne sais pas. Donc, il a cherché certains éléments pour moi, est allé voir ses livres de droit. Et j'ai lu certains de ces lois et ces règlements. Et j'étais abasourdie de voir à quel point c'était bien rédigé, intelligent. Et là, j'ai vu qu'il y avait un problème entre la réalité de la vie des gens et ces lois qui étaient rédigées pour pourtant protéger ces familles. Et tout cela tombait dans les cracks. Alors, une autre idée était qu'il fallait qu'on place un avocat dans un environnement médical, un genre de partenariat. On a travaillé, on a établi des liens entre les médecins, les avocats, les travailleurs sociaux. C'est pas évident parce que la culture de la pratique juridique est très différente de ce qui se trouve dans la pratique médicale. Quand on fait un pont, comme on le fait pour apprendre la culture d'un autre pays dans un autre pays, on ne fait pas que regarder par la fenêtre et d'observer, on doit descendre. Alors, j'ai eu à suivre d'autres médecins et les avocats ont suivi d'autres médecins. Ils ont vu comment ça se passait dans leurs différents cabinets, etc. Et grâce à ces rapports, dans le temps, les médecins ont posé les bonnes questions, ont pu passer un train. Les travailleurs sociaux, dans le temps, eux également, ont fait leur bonhomme de chemin, ont appris, des avocats en ont appris davantage. Et le fait qu'ils avaient le soutien des avocats, en plus de ce que les avocats peuvent faire, c'était très important. Les avocats, c'est comme les médecins dans les soins intensifs. Ils aiment l'action quand il y a des choses qui se passent. Eh bien, la pédiatrie sociale s'intéresse à la prévention. Les avocats qui travaillent à nos côtés doivent s'enligner à l'idée de la prévention. Donc, nous voulons voir que ces problèmes sociaux, certains desquels sont des problèmes juridiques, doivent être identifiés comme tels, obtiennent des réponses juridiques. C'est pas palpitant, mais c'est dans l'esprit de la loi, de protéger et de prévenir les problèmes et de protéger les familles. Et ça a été un véritable
boulet de canon, si on veut, dans le monde de la pédiatrie pour transiger de ces problèmes sociaux. Beaucoup de lois ne sont pas là. Les lois sont différentes entre les États-Unis, le Canada et d'autres places encore, mais nous avons des droits qui sont là pour protéger les familles, protéger la santé de ces familles et donc, il faut s'assurer qu'ils s'en profitent. Donc, ces lois doivent être établies et respectées. Mais la clé n'est pas d'aller au-delà de l'aide juridique dans cet environnement-là, mais de penser aux résultats. Un résultat très intéressant est sorti d'une étude qui avait été faite à Cincinnati, où les avocats se sont intéressés à un enfant qui souffrait d'asthme et ils ont vu où il habitait, ils ont vu ce bloc appartement, se sont penchés sur la situation de ce bloc d'appartement qui était presque insalubre. Quelques semaines plus tard, un enfant d'une autre adresse, d'un autre bloc appartement, ils ont cherché qui était le propriétaire et c'était le même propriétaire, une entreprise en fait de New York qui était propriétaire de ce bâtiment. Ils se sont penchés sur toutes les propriétés et tous étaient presque des taudis. Donc, ils ont commencé à travailler auprès de ces enfants qui souffraient d'asthme, dans ces enfants où il n'y avait pas d'enfants. Et ensuite, bref, dans 1 an et demi, les propriétaires ont vendu et voilà, ils ont dû quitter. Regardez ce que peuvent faire les avocats, autrement dit, comment ils peuvent aider. Et ça ne porte que sur les conditions de logement. Mais ils nous ont aidés également à formater des lettres pour assurer que les services publics fonctionnaient tout le temps et n'étaient pas éteints l'hiver, etc. La plupart des lettres envoyées étaient justement à la défense des parents. Évidemment, les médecins ne savent pas comment rédiger ce genre de lettres. Un notaire sait, voici les parents, voici les enfants, la loi dit ceci, vous êtes en bris, vous ne respectez pas la loi. Voilà. Et avec 1 page et demie de l'histoire médicale de l'enfant. Donc, nous avons tous appris beaucoup. Nous avons établi des liens très sains entre les parties, donc médicales et juridiques. Il y en a ici, il y en a à Vancouver, il y en a à Toronto, et je pense que c'est une formidable idée. J'aimerais mentionner d'autres idées, parce que ça remonte à il y a 20 ans. Évidemment, tout ceci a évolué. Alors, lorsque vous avez l'idée de résoudre un problème, ce qui est positif, c'est que parfois, on est en mesure de résoudre d'autres problèmes simultanément. Il y a des effets ricochets. Alors, voici une idée plus récente pour ce qui est de la pédiatrie sociale. Sur un modèle de 2 générations pour en venir à cette question d'aide auprès des parents. Pas que le pédiatre va s'occuper des problèmes de santé des parents, même si les omnipraticiens peuvent le faire, médecins familiaux, mais il y a d'autres problèmes de santé mentale et d'autres comportements des parents et pour lesquels les médecins doivent être formés. La dépression, violence conjugale, tabagisme, donc dépendance à alcool ou autres narcotiques. Alors, il faut donc qu'il y ait un lien de confiance. Et avec le lien de confiance, on peut identifier ces problèmes. Il y a donc des traitements efficaces pour tous ces points. C'est la clé. Nous sommes peut-être le seul médecin avec qui le parent entre en contact. Et dans chacun de ces cas, non seulement ceci est néfaste pour le parent, mais c'est néfaste pour l'enfant. Et il y a des traitements efficaces qui existent. Alors, pour augmenter la valeur auprès des enfants, il faut jouer un certain rôle auprès des parents. Un des éléments que je défends, surtout, eh bien, c'est que la pédiatrie sociale doit aider la mère pour gérer ses grossesses. Et évidemment, il y a des contraceptifs réversibles, LARCs, qui sont efficaces à 99,9 % et qui sont parfaitement sécuritaires. Et les femmes peuvent peut-être ne pas contre leur activité sexuelle à cause des hommes, mais au moins la partie reproduction peut être contrôlée. C'est à l'avantage ou au profit des parents et des enfants. Ça baisse les coûts des soins de santé et aussi les liens entre la pauvreté et le fait d'avoir trop d'enfants et la responsabilité du parent. Et le rôle du pédiatre, la visite de 2 semaines ou 2 mois, qu'est-ce que vous prévoyez pour le prochain enfant? Eh bien, je suis sûre que la plupart disent « Ah, ça ne sera pas tout de suite ». Eh bien, nous, notre travail, parce que les parents nous font confiance quand même, c'est d'en parler tout simplement. Il y en a qui veulent peut-être être davantage formés pour mener ces entrevues. Bon, il y a la question des etc. C'est pas évident, c'est moins facile, mais on peut faire de grandes choses. Il y a beaucoup à faire pour ce qui est de prévenir des grossesses indésirées. Et proche de 100% efficace. Tout ce qui est efficace devrait vraiment être une priorité. L'obésité est un problème, mais
aucun des services que nous offrons n'est vraiment très efficace. Alors, en réfléchissant à ce que nous offrons, à ce que nous faisons, eh bien, l'immunisation et d'autres éléments doivent être associés à l'efficacité. Ce qui est efficace doit être exécuté. J'aimerais parler d'une stratégie de parentalité qui est la suivante. Alors, c'est un lien manquant de tout mon travail, dont le périple d'être parenting journey, donc ce périple, ce voyage d'être parent, plusieurs séances aux États-Unis. Alors, les parents doivent, et participent d'ailleurs, ça peut être mené par quelqu'un au sein de la communauté, pas nécessairement des professionnels, quoique des professionnels peuvent le faire, des travailleurs sociaux, ou des médecins, omnipraticiens, psychologues, ça n'a pas vraiment une grande importance. Mais ce que j'aime à propos de ces multiples séances sur plusieurs semaines, eh bien, on demande aux parents de réviser un peu leur enfance. Vous pouvez leur parler de toutes sortes de choses, leur donner toutes sortes de stratégies sur ce qui se passe dans l'actuel, mais tout cela émane de leur propre enfance. Les modèles qu'ils avaient, comment eux étaient traités en tant qu'enfants, etc. Et c'est le début de tout changement. Et lorsqu'ils rencontrent contact avec cette réalité, eh bien, après la troisième visite, on vous demande d'écrire à vos parents, qu'ils soient vivants ou pas, que vous l'envoyez ou pas, c'est pas ça la question, mais d'écrire à vos parents. Et dites lorsque vous avez à dire, videz votre cœur, le bon, le mauvais, tout bon, tout mauvais, un mélange, peu importe, et de lire ça au groupe. C'est très, très puissant, c'est très fort. Cela établit un peu les circonstances. Et il est possible de passer au changement que vous voulez faire par rapport à vos enfants. Parce que beaucoup de parents font la même chose à leurs enfants alors qu'ils ont tant pas aimé ça quand ça leur a été fait à eux. Eh bien, c'est le pouvoir du groupe. En tant que médecin, bon, c'est vrai que j'ai un rapport individuel, j'ai une bonne formation, je suis capable d'aller chercher ces éléments, mais un groupe de femmes, non seulement elles se soutiennent les unes les autres, mais elles sont des sources de force les unes par rapport aux autres. Elles peuvent faire face au passé et elles se soutiennent pour changer l'avenir. Alors voilà quelques éléments, quelques notions. Comment ces idées fonctionnent, la question de prévenir ces grossesses indésirées, et de travailler sur un programme tel que Parenting Journey, qui est différent que la gestion des comportements. C'est tout autre chose. Et dernièrement, je mentionne tous ces éléments parce que ce sont des occasions que j'en ai d'en parler, de faire appel à des vidéos pour faire la promotion de développement de l'enfant durant ces visites, pour changer la discussion. Les vidéos comme le still face, le visage impassible, donc peut pousser les parents à se poser des questions et à parler de certaines choses dont ils ne parleraient pas normalement. Donc, mon temps est révolu. J'aimerais vous remercier. Et l'idée, comme je le répète, était de partager ces idées avec vous pour commencer les discussions et de lancer les idées, que ce soit moi ou avec d'autres. Un élément clé, c'est que ce n'est pas la poudre à canon. Hein. Ce sont des idées fort simples. Et le défi, c'est de les mettre sur pied sur le terrain. Ça prend de la passion et voilà, de l'engagement, mais ça se fait très facilement. Merci.